Bienvenue sur le podcast Les petits pas vers de grands résultats. Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui souhaitent comprendre comment atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels. Dans cette première partie, nous essaierons de comprendre pourquoi certaines personnes réussissent a priori plus facilement que d'autres. Sommes-nous tous égaux dans notre quête de résultats ? Je m'appelle Julie et avec l'aide de différents experts, je vous propose d'explorer ce qui peut freiner notre progression et tenter de comprendre comment surmonter ces obstacles. Alors, êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Bienvenue dans ce nouvel épisode des petits pas vers de grands résultats où nous allons aborder un sujet passionnant qui concerne tout le monde mais qui reste souvent tabou, à savoir l'argent. Et pour m'éclairer, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Christian Junod qui est auteur, conférencier et coach, connu pour être l'un des experts francophones les plus pointus sur la relation à l'argent. Et donc comme on parle de relation à l'argent, on parle aussi de relations. Donc évidemment, au passage, je tiens à remercier Claude François qui nous a mis en relation et te remercier d'avoir accepté l'invitation. Merci Julie, avec grand plaisir pour être avec toi et les auditeurs et auditrices qui nous écouteront. Comme je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir échanger avec toi, j'ai fait un sondage autour de moi et à ma grande surprise, tout le monde ne te connaît pas. Donc, Ça montre qu'il y a du potentiel, c'est plutôt une bonne nouvelle. voilà. Donc du coup, est-ce que tu peux, pour ces personnes qui ne te connaissent pas, nous faire un petit récapitulatif Oui, peut-être. Alors déjà, je suis suisse, donc je suis en concurrent avec toi sur le chocolat. et sur les accents, mais il nous faudra un petit Canadien dedans. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, je suis économiste de formation. J'ai travaillé longtemps dans le domaine de la banque et du conseiller en placement financier en l'occurrence. J'étais licencié en 2009 suite à la fameuse crise des subprimes et depuis 2010, maintenant 15 ans à peu près ou 14 ans, je suis indépendant. Je suis très bien, je suis coach certifié, je suis très bien formé à la communication non violente, la CNV, formé aux approches systémiques, particulièrement les constellations systémiques familiales et systémiques d'entreprise. Et puis, effectivement, je me suis formé à la relation à l'argent parce que j'ai la chance de connaître Peter Koenig, qui est un Anglais qui vient à Zurich, qui a fait des années de recherche sur ce thème de la relation à l'argent. Et pendant quelques années, j'étais son organisateur. Et en 2010, alors que j'étais indépendant, il m'a soutenu et conseillé de commencer à animer moi-même sur ce thème-là, sans imaginer une seconde que ça prendrait une pareille dimension dans ma vie, puisqu'aujourd'hui, c'est le 95-95% de mon business est sur ce thème-là. Et qui a un potentiel dingue parce que c'est un sujet très tabou dont on parle malheureusement encore très peu. Tout Et à puis je fait. suis auteur et co-auteur peut-être de 5 livres. Le cinquième est sorti cette semaine, qui s'appelle Et si on parlait cash pour les adolescents, un livre pour les adolescents, parce qu'on m'a fait une commande et je trouvais que c'était bien que les adolescents aussi aient quelques notions pour éviter de tomber dans les pièges de sociétés de consommation, que j'appelle souvent sociétés de compensation. Tout à fait. Et donc, bon, on va revenir dans la deuxième partie, les petits pas des grands entrepreneurs sur ton parcours entrepreneurial. Tu as écrit, tu viens de le dire, plusieurs livres, donc dont le dernier qui vient de sortir. C'est quoi le message principal que tu veux transmettre à travers tes livres? Alors, si tu veux, au-delà d'un message, c'est plus au niveau d'action que j'ai envie que ça donne. C'est-à-dire que moi, j'aimerais que chacun puisse œuvrer en écoutant son cœur, autrement dit, en ayant une activité de cœur, sans que l'argent soit un frein, un obstacle. Parce que j'ai une croyance derrière, c'est que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. Et j'aimerais en aucun cas que l'argent soit ce frein, ce blocage que je vois chez tellement de personnes qui pensent que c'est pas possible, qui restent dans une prison plus ou moins dorée ou pas, soit un emploi de salarié qu'ils n'aiment plus, et alors qu'au fond, ils aspirent à autre chose, mais ils s'autorisent juste pas à imaginer autre chose. Et j'étais tellement dans ce piège-là que je le connais bien. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir encourager chacun, en tout cas soutenir chacun à faire ce métier de cœur, parce que je crois vraiment qu'en notre société, on changera notre société avec plus de gens qui font ce qu'ils aiment en tous les cas.
Tout à fait. Bon, comme je te disais, j'ai fait un petit sondage autour de moi par rapport à l'argent et à la question est-ce que l'argent est une source de stress? Bah, j'ai obtenu sans trop d'étonnement 40% de oui, 60% de parfois et aucun non. Donc, alors pour beaucoup, évidemment, l'argent, c'est une source de stress, mais comment est-ce qu'on fait pour transformer ce stress en une relation peut-être plus apaisée, plus sereine avec l'argent? Mhm. Alors déjà, peut-être ce qui va compléter ce que tu dis, mais comme moi j'ai interrogé ma communauté sur les problématiques, la peur de manquer est très très largement la problématique numéro une. Donc tu peux bien voir que la peur de manquer a un lien direct avec le fait que l'argent soit une source de stress. Et ce qui est déjà important de voir, parce que c'est déjà le début d'une solution, c'est que la peur de manquer existe pour la majorité des personnes alors qu'elles ne manquent pas d'argent, là maintenant. Tu vois? Et moi-même, j'ai une très grosse peur de manquer malgré d'excellents revenus quand j'étais à la banque. Et c'est vraiment important de différencier, de voir que je peux avoir des problèmes avec l'argent, mais pas avoir de problème d'argent. Autrement dit, je ne manque pas d'argent, mais j'ai des problèmes avec l'argent parce que je suis inquiet vis-à-vis de l'argent, alors que là, maintenant, je n'ai pas de problème d'argent. Et je vais même aller plus loin. Je sais que ça peut paraître provocateur et ça ne l'est pas. Il n'y a aucune personne qui nous écoute et à qui, au moment de nous écouter, manque d'argent. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'argent pour nous écouter. Il y a juste à être présent. Peut-être qu'il y aura un problème d'argent pour se payer un repas ce soir, dans une semaine, à la fin du mois. Peut-être qu'il y aura un problème d'argent pour faire payer une facture à la fin du mois. C'est possible. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que les personnes vivent comme s'il leur manquait de l'argent tout le temps, alors que l'argent est important seulement quand on a besoin d'argent pour se payer quelque chose, pour payer une facture, pour se payer un coiffeur, se payer à manger. Là, l'argent est important. Mais il y a plein de moments dans notre journée où l'argent n'a aucune importance. Et là, maintenant, pour écouter un podcast, pour tourner un podcast, pour moi te parler et toi me parler, l'argent n'a aucune importance. Donc déjà, le fait qu'on voit l'argent comme étant important tout le temps dans sa vie, tout le temps, tu vois, comme si c'était jour et nuit, c'est déjà une première erreur. Et en fait, ce que je fais beaucoup et ce qui est vraiment nécessaire, je vois dans mes ateliers et autres, c'est d'accueillir l'insécurité. Parce qu'au fond, énormément d'êtres humains touchent à de l'insécurité dans plein de domaines de leur vie. Et l'insécurité principale de la plupart des êtres humains, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer dans un jour, dans un mois, dans une année, de savoir quand je vais mourir, de savoir si j'aurai assez d'argent à ma retraite, comme les enfants feront des études, tu vois. On se projette de plein de manières différentes sur l'avenir. Et ces projections, la plupart du temps, sont faites de peur. Alors que je dirais que la vie est faite d'une multitude d'incertitudes. Qu'est-ce qui se passera demain? Ben, juste aujourd'hui, ben, il y a déjà un rendez-vous qui s'est annulé aujourd'hui, alors que ma journée était plus ou moins planifiée. Il y a un autre qui s'est transformé aussi, qui était renvoyé demain. Donc, tu vois, c'est des incertitudes petites, mais je veux dire par là, c'est qu'il y a des nouvelles qui arrivent dans notre vie, il y a des nouvelles qui viennent de l'extérieur à travers la politique, la société, le machin, ce qui fait que la vie est faite d'incertitudes. Alors, et ça a toujours été comme ça, hein, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça, mais simplement, c'est comment est-ce qu'on peut appréhender et être à l'aise avec la notion d'incertitude plutôt que vouloir contrôler sa vie. Et la vie, ça ne se contrôle pas par définition. Et la crise, la crise Covid a été un excellent exemple pour montrer à quel point la vie ne se contrôlait pas parce que tout à coup, il y a des choses qui arrivent de l'extérieur et dans lesquelles on doit s'adapter avec plus ou moins de facilité et puis d'obéir plus ou moins aux règles. Chacun fait ses choix. Mais je veux dire par là, c'est que la vie ne se contrôle pas, la vie, ça se vit, ça ne se contrôle pas. Dès qu'on y met du contrôle, c'est qu'il y a inévitablement de la peur derrière. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre je veux dire, à nager dans le sens du courant plutôt que vouloir nager à contre-courant et de voir que dans le sens du courant, c'est plus facile que nager à contre-courant, on s'épuise. Donc, accueillir la notion d'insécurité comme faisant partie d'un ingrédient de la vie est absolument nécessaire et c'est un chemin. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. C'est un chemin pour être toujours plus à l'aise avec ça. Voilà, c'est un peu une longue réponse et il y aura encore plus à dire, mais déjà pour un petit peu canaliser dans un début de réponse. Ça faisait un peu partie de mes autres questions. Bon, c'est être confortable dans l'inconfort, c'est une Oui. évidence. Maintenant, ben, c'était une question qui allait venir un peu plus loin, mais je t'ai vu sur les réseaux sociaux dire que, en fait, même les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, au final, quoi qu'il arrive, elles ont quand même aussi cette insécurité et il y a beaucoup de peur derrière. En fait, il y a de nouveaux problèmes. Donc, on va croire que l'argent fait le bonheur,
Mais une fois que tu en as plus, que ce soit par un héritage ou par un gars au loto, ben, ça ne change rien. En fait, il y a toujours ces peurs qui sont derrière. Donc, c'est les peurs qu'il faut traiter peut-être d'abord. Alors oui, parce qu'au fond, il y a beaucoup de fantasmes de croire que l'argent est la solution. L'argent ne peut être la solution qu'à des problèmes financiers. C'est aussi simple que ça. Mais l'argent n'est pas la solution à des problèmes émotionnels. C'est-à-dire que même les millionnaires, les multimillionnaires et même certains milliardaires ont peur de manquer. Donc, ce qui montre bien que cette peur-là ne dépend pas d'un certain montant d'argent. Cette peur-là, elle est à l'intérieur de nous. Et la peur de manquer, vu que c'est la peur numéro une, souvent, elle vient de l'enfance, elle vient de manque de présence, de manque d'amour. Elle ne vient pas d'histoire d'argent. Elle ne part pas d'une histoire d'argent au départ. Elle part d'autre chose. C'est important de le voir. Et si tu veux, c'est juste, elle se manifeste avec l'argent, mais particulièrement quand on va donner un pouvoir à l'argent. Et un des gros pouvoirs que les êtres humains donnent à l'argent, c'est de les rendre sécures. J'ai fait comme ça pendant des dizaines d'années. Argent égale sécurité. Autrement dit, il y a une croyance qui est, plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure. Et ce n'est pas vrai. De toute façon, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas agréable et confortable d'avoir de l'argent, hein. C'est important de différencier ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de personnes qui sont insécures parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont peur qu'on leur vole. Il y a plein de personnes, effectivement, qui sont insécures, même quand ils ont beaucoup d'argent. Donc, la sécurité, elle est en nous, et la vraie sécurité ne dépend de rien à l'extérieur. Chaque fois qu'on croit que la solution est à l'extérieur, plus d'argent, plus d'épargne, on devient dépendant de la chose, autrement dit de l'argent. C'est ça. Bah, en fait, on est des champions pour se raconter des histoires. Quand j'aurai rencontré l'amour, quand j'aurai l'argent. Et c'est un petit peu ce que tu disais, qu'on confondait la liberté et la sécurité. Et donc, que c'est deux choses tout à fait... Mais comment est-ce qu'on peut se réapproprier son pouvoir, justement, vu que ce sont deux choses différentes et qu'on est dans une société de trop-plein, en fait. On a accès à tout facilement à l'extérieur de nous. Nourriture, alcool, enfin voilà, liberté. Mhm. Alors, si tu veux, la sécurité comme la liberté, comme d'autres qualités, ce sont des choses qui sont déjà et surtout à l'intérieur de nous ou pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on cherche la sécurité ou la liberté à l'extérieur, et en l'occurrence sur l'argent, vu que c'est souvent le cas, et c'était mon cas pendant longtemps, comme une fois, c'est parce que j'étais insécure intérieurement que j'essayais d'aller chercher une béquille à l'extérieur à travers de l'argent. Alors que je ne manquais pas d'argent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, mon problème était mon insécurité en lien avec le manque d'estime de soi, le manque d'amour de moi, le manque de confiance en moi. C'est ça mon vrai problème. Si tu veux, mais tu vois, quand tu cherches une solution qui est d'épargner toujours plus, tu ne règles pas le problème de base. Tu vois, c'est comme si, à un moment donné, je prends un exemple, tu as, une maison et puis que la maison commence à se fissurer et puis il s'avère que cette fissure fait, c'est parce que le terrain n'est pas stable. Si tu peux aller colmater ta fissure, tout ce que tu veux, mais si tu t'occupes pas du terrain, tu auras toujours des problèmes avec ta maison. Et c'est exactement la même chose, en fait. Le problème, c'est notre terrain, autrement dit, les fondations sur lesquelles on s'est construit. Si les fondations intérieures sont solides, avec un peu plus d'estime de soi, un peu plus d'amour pour soi, on aura beaucoup moins de raisons d'aller chercher quoi que ce soit à l'extérieur parce qu'on construit notre vie sur quelque chose de solide. Mais si on construit notre vie sur de l'insécurité, du stress permanent, eh ben on va être toujours en insécurité, on va être toujours dans l'émotionnel, on n'arrivera pas à créer quelque chose de stable. Et encore une fois, c'est un chemin, c'est possible, parce que même moi, je l'ai commencé très tard, ce chemin. C'est possible, ça prend plus ou moins de temps, simplement, ça change la vie. Donc, autrement dit, comment est-ce que je peux être sécure, que j'ai de l'argent ou pas d'argent, hein? Je donne souvent la phrase, je suis sécure avec et sans argent. Hein, comment donc que j'ai de l'argent ou pas? Et comment je peux être insécure et c'est OK. Autrement dit, j'accueille d'être insécure, c'est OK d'être insécure, c'est humain d'être insécure, mais plutôt que faire comme si ça n'existait pas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moment où j'accueille mon insécurité, elle prend déjà moins de place. Quand je fais comme si elle n'existait pas, je suis en train de la renforcer. Je ne sais pas si tu sens la différence. Oui, tout à fait. Bah, c'est comme François Lemay dit souvent, ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Donc, c'est vraiment un amplificateur. Et donc, on entend souvent dire aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et je t'entendais aussi reprendre une citation de Mathieu Ricard, que j'ai beaucoup appréciée. L'argent fait le bonheur si on inclut les autres dedans. Donc, comment est-ce qu'on peut justement inclure cette notion d'abondance quand on est dans une situation précaire ou compliquée et où justement, bah, tu as la perception de manque qui est amplifiée. Oui, alors j'aimerais déjà préciser une chose. Évidemment que c'est plus facile de se voir dans l'abondance quand on a une certaine aisance matérielle, y compris financière, que si on n'en a pas. C'est déjà important. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible si on n'a pas ou peu, mais je veux dire par là, c'est que c'est plus difficile et c'est encore plus méritant. Mais simplement, ce qui est important de voir, c'est que
c'est pas pour la notion d'abondance. L'abondance est déjà et surtout, avant tout, un état d'esprit. Autrement dit, on a une magnifique expression française qui dit voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Et si tu veux, c'est déjà quel regard je pose sur ma vie, sur ce que je vis. Et si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, il y a des gens qui ont plein d'argent, qui ont plein de confort matériel, et ils sont dans un esprit de manque en permanence. Ils voient toujours ce qui leur manque, qu'ils sont passés ci, qu'ils sont passés ça, qu'ils n'ont pas ça, puis il y en a d'autres qui ont plus qu'eux. Donc, ils se rendent malheureux à travers les histoires qui se racontent. Alors que ceux qui ont beaucoup voyagé, c'est pas, moi, j'ai pas à dire que j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai un peu voyagé quand même, ont à peu près tous les mêmes expériences, surtout quand on va des pays, je dirais, qui ressemblent moins aux nôtres. C'est qu'on voit dans des endroits du monde des gens qui ont peu de choses et qui ont l'air heureux, en tout cas qui ont l'air souriants, qui n'ont pas l'air profondément malheureux et dans le manque. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà juste d'imaginer le fait d'être en santé, d'avoir de l'eau potable, d'avoir 3 repas par jour, d'avoir un toit au-dessus de nous, d'avoir un téléphone ou un ordinateur et du Wi-Fi, d'avoir de l'électricité, par exemple, et déjà ça, c'est déjà un premier signe d'abondance énorme parce on parle de milliards de personnes qui n'ont pas tout ça, de milliards. Je ne parle pas juste de quelques dizaines de milliers, centaines de milliers, de milliards de personnes qui n'ont pas tout ça. Donc rien que pour ça, on pourrait déjà voir que c'est déjà de l'abondance et d'avoir une profonde gratitude. Parce que la gratitude, pour moi, c'est vraiment l'instrument de l'abondance. Plus j'ai de la gratitude pour des choses tellement simples. Moi, j'ai la chance d'habiter au pied des montagnes. Il n'y a pas un jour, enfin, je ne vois pas tous les jours les montagnes, des fois, il y a des nuages, mais chaque fois que je vois les montagnes, j'ai une profonde gratitude, un profond merci que la vie m'offre un si beau paysage. Et pourtant, ça fait plus de 35 ans que je vois les mêmes montagnes. Ma gratitude ne cesse jamais. La gratitude, elle peut être pour toi qui m'offre ce moment de temps, de parole, exactement, de partager ce qui m'anime, mais pour plein de choses différentes, tu vois. On n'a pas besoin d'avoir de grandes choses dans sa vie pour de la gratitude. C'est pour le sourire d'une personne, le petit coup de main que quelqu'un te font, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, plus on peut être dans ce merci pour ce qu'on a déjà, plus la vie va nous amener encore et encore des occasions d'être dans le merci, dans cette gratitude-là. Alors que plus on a tendance à voir tout ce qu'on n'a pas, moins la vie nous amènera ces choses-là. Et même si la vie nous amenait ça, on ne le verrait même pas parce que notre regard est plus fixé sur ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien. Faut mettre de l'amour dans tout ça. Absolument. Dans ton livre Ce que l'argent dit de vous, tu parles de 3 profils spécifiques. L'écureuil qui amasse plutôt l'argent, le repousseur qui fait en sorte justement de l'envoyer, qu'il n'arrive pas à lui, et les montagnes russes qui alternent entre les deux. Et dans mes questions, j'ai eu des personnes qui avaient ces relations un peu amour-haine aussi avec l'argent. Et je me demande dans quelle mesure les relations à l'argent impactent aussi nos relations interpersonnelles. Donc, c'est un peu peut-être lié à cette gratitude. Alors oui, oui, ben ça, ce qui impacte, si tu veux, de plusieurs manières. Déjà, il y a, dans les couples, l'argent est un sujet très compliqué. Voilà, c'est vraiment un sujet complexe. J'ai sans arrêt des personnes qui viennent témoigner, 2 fonctionnements différents avec l'argent, 2 peut-être perceptions de la vie différentes, une personne plutôt un peu plus frileuse, précautionneuse, qui veut des réserves, l'autre qui veut profiter de la vie, qui dit voilà, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc tu vois, déjà juste ça, ça va créer des tensions. Donc ça, c'est déjà dans le couple et potentiellement dans la famille aussi. Parce que quand quelqu'un, moi, comme j'avais peur une grosse peur de manquer, j'avais plutôt certaines attitudes qu'on pourrait juger comme radin parfois avec mes enfants et tout, de ma peur. C'est juste ma peur qui s'exprimait de cette manière-là, tu vois. Je peux être généreux à des endroits, puis extrêmement radin à d'autres, mais c'était juste ma peur qui s'exprimait. Donc c'est la première chose. Mais après, la deuxième chose aussi, c'est que si j'ai peur de manquer, si j'ai peur de me faire avoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se faire avoir, c'est clair que je vais entrer en relation avec les autres différemment. Je vais être méfiant pour un oui et un non quand je vais peur de me faire avoir. Or, je peux avoir quelqu'un de parfaitement honnête en face, mais c'est comme si j'arrive pas à m'ouvrir à l'autre, tu vois. Si j'ai peur de manquer, je vais toujours chercher la meilleure affaire et puis je vais vouloir baisser les prix, etc., sans réussir à honorer ce que l'autre m'offre en face. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup d'incidence dans notre manière dont on va entrer en relation avec les autres. On va être dans la confiance ou pas, qu'on va chercher le meilleur prix et pour soi et pour l'autre, plutôt que juste pour soi. Donc, ça a vraiment beaucoup d'incidence. Et pour moi, qui est vraiment profondément libéré de cette peur de manquer, je suis quelqu'un qui suis dans une grande confiance quand j'entre en discussion avec les gens, avec les autres, et que très souvent, je vois la très grande majorité du temps, cette confiance est parfaitement justifiée, et c'est plus joyeux et plus facile de trouver des bons arrangements pour l'un et l'autre
quand on est dans cet état d'esprit-là. Ouais, on en revient au lien avec soi-même, encore une fois, le fait de se sentir en confiance avec soi dans un premier temps. Et comment est-ce qu'on peut économiser sans avoir l'impression de se priver, surtout quand on est impatient? Alors, ben déjà, la première chose à aller faire, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette impatience. C'est-à-dire que une grande problématique, mais c'est déjà dès l'enfance, on le voit d'après des études chez les enfants, une grande problématique des êtres humains, c'est leur difficulté à gérer leur frustration. Tu vois, si je ne gère pas mes frustrations, je veux des choses tout de suite et je vais facilement succomber à différentes tentations, que ce soit à travers la publicité ou autre chose. Il y avait une publicité une fois à la Fnac qui m'avait, enfin pas une publicité, c'est même pas une pub, c'était une réalité qui m'avait profondément choqué, où il disait achetez tout de suite et vous commencerez de payer dans une semaine. Mais je me disais, je trouvais ça incroyable qu'on puisse proposer, excuse-moi, des plans de merde pareils parce que on était en train de dire quelque part, mes pauvres petits, c'est tellement douloureux d'être frustré de ne pas pouvoir acheter les choses tout de suite alors que vous aimeriez. Alors nous, on vous propose une solution, vous achetez tout de suite comme ça, il y a zéro frustration et vous commencerez de payer dans une semaine. Non mais où c'est qu'on responsabilise les gens quand on fait ça? Tu vois? Donc, donc vraiment, quand je suis impatient, souvent, si j'arrive pas à gérer mes frustrations, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui fait que derrière je suis frustré? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la peine à vivre ça? Puis que finalement, je vais avoir, comme j'ai souvent des personnes qui viennent me voir en atelier, qui vont me dire, ah ben ouais, j'ai encore succombé, j'ai fait des choses, je le regrette, je me sens coupable, j'ai pas les moyens, etc., etc. Donc, à un moment donné, je ne veux pas dire qu'on va pas acheter les choses tout de suite. Parfois oui, parfois non, tu vois. Et c'est vraiment de voir, souvent, c'est vraiment de voir, de dire, est-ce que vraiment cet achat-là, ça va vraiment avoir un vrai impact dans ma vie ou pas? Ou c'est juste une tentation, tu vois? Et ce que j'ai pu voir, en tout cas à travers mon exemple, mais d'autres personnes aussi, c'est que souvent, quand on est mal dans sa peau, on peut avoir tendance à vouloir compenser ça par de l'achat, mais qui évidemment ne va pas changer notre état intérieur de manière durable. Ça peut être sur le moment, c'est peut-être une petite piqûre de bien-être, mais qui dure en général 3 fois rien. Et parfois aussi dans l'euphorie, là, on tourne ça à la sortie des vacances. Des fois, les gens, dans les vacances, ils claquent beaucoup d'argent parce qu'il y a peu d'euphorie d'être en vacances. On peut aussi avoir tendance à, se, à, se, à défaire pas mal de dépenses qu'on peut parfois aussi regretter parce qu'elles sont pas toujours, elles sont des fois au-delà du raisonnable. Et je suis pas en train de dire qu'il faut toujours être raisonnable parce que la vie serait un peu ennuyeuse. Mais il faut savoir être et raisonnable et de temps en temps peu raisonnable, mais savoir être l'un et l'autre, pas juste l'un ou l'autre. Quand j'ai vu cette question, ça m'a un peu fait penser aux injonctions du passé, le dépêche-toi, donc cette espèce de petite pression qu'on se met à soi-même parce que il y a eu des choses dans le passé. Ça, ce sont aussi des choses qui ressortent souvent, les soins parfaits, dépêche-toi, dans les relations à l'argent. Alors, potentiellement, oui. Alors, je dirais, mais c'est plus peut-être pour l'entrepreneuriat, je dirais qu'on peut être là-dedans. Mais simplement, je veux dire par là, c'est que il y a souvent des tentations qui sont faites, la bonne affaire jusqu'à temps, tu as des offres jusqu'à temps, tu vois. C'est sûr que la publicité, que ce soit sur Internet, mais aussi dans la vie en général, nous incite à passer à l'action parce qu'ils savent très bien que si on passe, qu'il faut, enfin, en tout cas, qu'il y a plus de chances de vente si on incite les gens, voire les mettre la pression à passer à l'action. Mais une fois qu'on le sait, c'est pour ça que c'est important d'être capable de prendre du recul, de respirer un bon coup et de se dire, voilà, est-ce que vraiment, tu vois, je prends l'exemple d'habits avec mon épouse, maintenant on a souvent un truc, quand il y a des fois des soldes, des trucs, on se dit, mais si l'article n'est pas soldé, est-ce que j'achèterai aussi? Autrement dit, parce qu'il me plairait, est-ce qu'il me plaît suffisamment pour que je l'achète sans être soldé, ou je l'achète juste parce qu'il est soldé, j'ai l'impression de faire une bonne affaire. Tellement de fois j'ai acheté des choses soldées que je n'ai jamais mises, que c'était des mauvaises affaires, même si le prix était bas. Donc c'est aussi important de se dire, et c'est important, mais tu vois, cette capacité à juste prendre ce recul-là, se dire, moi j'ai aussi acheté des formations sur Internet que je n'ai jamais suivies. Et parce que je n'aime pas faire suivre des formations sur Internet, au fond, c'est pas mon kiff, quoi. Mais donc, tu vois, donc j'ai fait des achats qui n'avaient pas de raison d'être, mais j'apprends à partir de là pour essayer d'éviter de faire les mêmes erreurs. Et comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de la lumière sur tous les blocages et transformer justement cette relation à l'argent dans l'amour et remettre de l'amour surtout sur tout ça? Alors, je vais faire une publicité non déguisée. Ça peut être de lire mon livre Ce que l'argent dit de vous ou de suivre un atelier, que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas important. Non, mais je rigole, enfin, je rigole. Ce sont des stratégies parmi d'autres, simplement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
À un moment donné, ça demande de s'occuper de sa relation à l'argent. Parce que si on ne s'en occupe pas, on la subit. On la subit soit en étant trop frileux que ça nous empêche de vivre, soit en claquant son argent, qu'on doit courir après l'argent pour essayer de se mettre à flot, donc, ou de ne pas réussir son projet entrepreneurial, de ne pas oser se lancer ou de galérer, etc. Donc il faut s'en occuper, autrement on va subir tout ça. Et une des stratégies que je propose dans le livre et dans mes ateliers, c'est de s'interroger sur mon histoire avec l'argent, de quel milieu je viens, quelle est l'histoire de la famille, de la généalogie, mes premiers souvenirs, parce que souvent on est même conditionné par des événements, même de notre conception à la naissance. Enfin, il y a tellement de facteurs qui nous influencent que c'est important d'aller voir ça, parce que parfois on subit des influences familiales sans avoir à le savoir. On n'est pas là pour juger quiconque, on est juste là pour se libérer de ce qui nous retient. Et très souvent, ce sont des loyautés familiales, des croyances familiales limitantes qu'on porte également, qu'on vit également, dans lesquelles ça vaudrait la peine d'aller se libérer. Tu as certainement déjà un peu répondu à la question, mais justement, bah, toi, tu utilises beaucoup de disciplines psychologiques, d'intelligence émotionnelle, relationnelle dans tous tes ateliers. Qu'est-ce qui te différencie vraiment de toutes les méthodes? Ben, peut-être ce qui me différencie, si tu veux, c'est ce qu'on voit pas mal sur Internet, y compris les entrepreneurs. Souvent, on base les désirs sur l'envie. Je vais vous faire 10 000 de chiffre d'affaires, faites vos premiers 100 000, tu vois. On attire les gens avec des montants et moi, je crois vraiment que, si tu veux, moi, à travers la porte d'entrée de la relation à l'argent, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen d'avoir une relation tranquille et sereine avec l'argent que plus d'amour de soi. J'ai pas trouvé d'autre passage que ça. Parce que j'accompagne des entrepreneurs qui gagnent beaucoup plus que moi et qui sont surstressés en permanence. Et si quand tu es surstressé, ta vie, elle n'est pas cool du tout. C'est pas parce que tu gagnes 1 ou 2 millions que ta vie, elle est cool, si tu veux. Si tu es sans arrêt en train de perdre, d'avoir peur de perdre, de faire moins, etc., ta vie devient un enfer, même avec beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de fantasmes, encore une fois, là-dedans. Donc, simplement, par contre, si on apprend à mieux s'aimer, si on apprend à se donner plus d'estime de soi, avoir un regard plus doux et bienveillant, non seulement on sera plus tranquille avec l'argent, non seulement il y aura moins de raisons de se mettre des limites, des plafonds de verre, de s'empêcher de gagner plus, mais notre vie sera impactée largement au-delà de la question d'argent. Et vraiment, dans mon approche, c'est vrai que c'est une approche qui est beaucoup plus, je vais dire, holistique. On utilise la porte d'entrée de la relation à l'argent pour s'ouvrir à l'abondance, mais l'abondance, c'est au sens large. L'abondance, c'est autant de l'amour, recevoir des coups de main, recevoir du soutien, avoir des rencontres de qualité, que d'avoir de l'abondance sous forme matérielle. Pour arriver à la fin, si tu avais 3 conseils à donner aux personnes qui justement aimeraient pacifier leur relation à l'argent. Alors, le premier conseil, c'est apprenez à vous observer. Observez-vous parce qu'on a affaire à l'argent tellement de fois dans une journée même, quand on fait des achats, etc. Donc, et peut-être commencer un petit peu à noter, peut-être un peu vous dire, à voir à quel moment il y a des crispations, à quel moment c'est plus cool, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dépensez peut-être un peu trop à votre goût ou vous n'osez pas dépenser, quels sont vos états intérieurs. Donc, plus on apprendra à s'observer, plus on pourra commencer à peut-être pas tomber dans des pièges dans lesquels on peut tomber. La deuxième chose, c'est renseignez-vous un peu sur votre histoire familiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille, de quel genre de famille vous venez, financièrement parlant, est-ce qu'il y a des événements marquants dans la généalogie et tout ça. Et vraiment, commencez à noter aussi pour voir en quoi peut-être vous êtes peut-être loyal, peut-être alors à des choses, même si ça vous freine. Et puis, la troisième chose, ça serait vraiment de vous poser la question, qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend déjà heureux dans la vie réellement ou qui vous rendrait vraiment heureux dans la vie? Et vous verrez que dans une partie des choses, vous allez noter, c'est pas une question d'argent. Parce que des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas entourées d'amour, il n'y a pas d'amour autour d'eux, qui n'ont pas de relation de qualité. Moi, j'en ai vu plein à la banque. J'ai accompagné des millionnaires, des multimillionnaires, et j'ai vu que ces gens-là, s'il ne leur manque pas des qualités de relation, de l'amour dans leur vie, ils sont profondément malheureux. Donc, on peut être heureux avec de l'argent et avec des choses matérielles, même, mais si tu veux, ça vient que renforcer l'amour qui est déjà là, ça vient que renforcer ce qui est déjà là. Ça ne construira. Juste pour finir avec ça, c'est que, encore une fois, j'ai vu des gens qui avaient tout le bien-être matériel et l'argent qu'ils voulaient et qui étaient profondément malheureux parce qu'ils n'avaient plus de relation avec leurs enfants, ils étaient en pétard avec leur mari, ils étaient dépressifs, ils étaient alcooliques, etc., etc. C'est pas le fait d'habiter une super maison, de un compte en banque garanti qui suffira à être heureux si tu as plein d'autres raisons d'être profondément malheureux. Donc, vraiment de voir qu'est-ce qui vraiment rend les gens vraiment heureux, qui vous rend vraiment heureux
et mettez encore un peu plus de ça dans votre vie, des relations de qualité, faites circuler de l'amour, donnez du sens à votre vie. Voilà, et ça fera vraiment une différence. Waouh, beaucoup de valeur en tout cas dans ce que tu as apporté. Avant de se quitter, et donc on se retrouve dans les petits pas des grands entrepreneurs. Est-ce que tu peux simplement préciser, donc je vais noter où te retrouver, en dessous, des épisodes, mais si tu peux peut-être dire, où c'est le plus facile de retrouver tes ateliers, et cetera? Oui, alors bah, déjà sur mon site internet que tu mettras, effectivement, donc là on y trouvera. Après, je suis particulièrement actif sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Christian Junot Pro, et puis sur LinkedIn. Mais allez sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos gratuites également. Sur mon site internet, il y a des paquets de podcasts, de vidéos. Donc, j'ai plein de choses gratuites parce que j'ai vraiment envie qu'on puisse déjà avoir accès pour des petits montants à des choses de valeur. Donc, il y a le gratuit. Mes livres sont à des prix aussi très raisonnables aussi. Et évidemment, après, si on va aller plus loin, pour faire des ateliers, des choses comme ça avec moi aussi. Super, un tout grand merci pour ton temps. Merci, avec plaisir. Nous voici à la fin de la première partie. Si vous avez envie d'en découvrir davantage sur le parcours entrepreneurial de notre intervenant, je vous retrouve le 15 avec les petits pas des grands entrepreneurs. Vous trouverez également les liens en commentaire pour pouvoir retrouver ces différents réseaux, sites et pages. Je serais curieuse d'échanger avec vous sur votre passage préféré. Puis, y a-t-il des questions que vous auriez eu envie de lui poser ? Avez-vous eu une prise de conscience en particulier ? Aussi, en fonction de votre canal préféré, en audio ou sur ma chaîne YouTube, laissez-moi des commentaires, des étoiles et surtout partagez afin de faire vivre ce podcast. Alors, allez-vous embarquer avec nous le 15 à la recherche d'informations et d'inspiration ? Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.